Mais à la lumière de votre regard géopolitique, on va s'arrêter sur le président Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est souvent en déplacement, qui semble vouloir se concentrer sur la politique étrangère. Mais on l'a vu comme aux Pays-Bas et en Chine, c'est assez particulier. Pour la première fois, cela ne semble pas lui profiter. Alors j'ai vraiment envie d'avoir votre regard sur ce qui s'est passé, sur Taïwan, sur le président, votre regard justement au niveau géopolitique. Pour boucler la boucle avec le livre qui vraiment est une vieillerie maintenant d'il y a 23 ans, c'est effectivement la thèse de la mondialisation heureuse qui était attaquée. C'est-à-dire que l'idée que le commerce, le doux commerce allait éteindre les passions humaines, et je pense que la guerre malheureusement reste attachée à la race humaine. Je pense qu'il y a une race humaine, que les hommes sont tous les mêmes, et en bien comme en mal d'ailleurs. Fermons la parenthèse. Donc effectivement, le président Macron, il est persuadé lui encore, il est complètement vintage, il vit à l'heure de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, il retarde un peu, et il est dans cette idée que la mondialisation sera heureuse. Alors, pour revenir maintenant à son déplacement, c'est vrai que c'est une position plutôt avantageuse pour un chef de l'État. Il porte la voix de la France, la voix de son pays à l'étranger, et on peut considérer, surtout quand il y a une crise qui part à l'étranger, c'est plutôt valorisant pour lui. Mais là, c'est terminé. D'abord parce que les Français ont l'impression qu'il fuit un peu les crises, même si c'est pas vrai, ça donne cette impression. Donc c'est mauvais pour son image à l'intérieur, mais à l'extérieur, eh bien la crise française le suit partout où il va. Alors pas dans les pays dictatoriaux comme la Chine, où on peut organiser des bains de foule qui sont tellement beaux qu'on dirait des vrais, mais sinon, la plupart du temps, oui, la crise française le poursuit. Je pense qu'il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles la scène internationale n'est plus une planche de salut pour lui. La première raison, c'est qu'il est faible à l'intérieur de son pays. Il est affaibli à l'intérieur de son pays. Et donc, il se retrouve en position de faiblesse ou de vulnérabilité à l'égard des interlocuteurs, de ses interlocuteurs qui sont ceux de la France. Par exemple, lorsqu'il va aux Pays-Bas, il a été interrompu dans son discours, c'est vrai, mais surtout aux Pays-Bas, il va donner une leçon d'européisme aux Hollandais, alors même que la France, disons, ne respecte pas complètement les règles de l'Union européenne. Ça crée quand même un peu un malaise. En Chine, quand il va en Chine, il y va avec 50 chefs d'entreprise. Mais il va en Chine avec 50 chefs d'entreprise parce qu'il est le président d'un pays dont le commerce extérieur est totalement effondré. Mais il va en Chine aussi parce que c'est le pays qui a racheté une grosse partie de la dette française. Dette souveraine, enfin le terme ne veut absolument rien dire, en l'occurrence. Donc ça c'est la première raison, c'est parce qu'il a affaibli à l'intérieur. Mais il y a une seconde raison qui me semble évidente, c'est qu'il a prolongé sur la scène internationale cette histoire d'en même temps, qui à mon avis absolument contre-productif. Le « en même temps », ça consiste à dire, pour le président de la République, une chose, puis ensuite le contraire, sans paraître tout à fait ému d'avoir dit le contraire. Mais c'est aussi dire une chose et faire le contraire. En fait, le président Macron s'estime tellement bon, tellement brillant, tellement fort, qu'il n'a plus besoin, il s'est affranchi. Nous autres humains, on est encore guidés par le principe énoncé par Aristote il y a 2400 ans. C'est le principe de non-contradiction. Mais lui est tellement fort qu'il n'a plus besoin de ce principe de non-contradiction. De toute façon, ce qu'il dit est tellement puissant que de toute façon, ça lui donne vie d'une certaine façon. Alors en France, il y a beaucoup un peu de cireurs de chaussures, il y a beaucoup aussi de gens qui sont fascinés par le président de la République, c'est leur droit, et on n'ose trop rien dire. Ça crée parfois une gênance, diraient les jeunes, mais on n'ose trop rien dire. À l'étranger, évidemment, ça ne lui sert pas parce que là, évidemment, les étrangers sont sur un pied d'égalité avec lui, les journalistes étrangers n'hésitent pas à lui rentrer dans l'art. Et effectivement, cette attitude de en même temps, eh bien, l'affaiblit considérablement, le décrédibilise. Et selon vous, est-ce que c'est ce qui s'est passé avec sa prise de position non suiviste à propos de Taïwan ? Ah oui, parce que là, cette position non suiviste sur Taïwan, effectivement, ça contient de multiples en même temps, d'une certaine façon. D'abord, en même temps, il avait résolu de ne pas parler de l'affaire de Taïwan. Et il en a quand même parlé. Ensuite, en même temps, il avait prévu d'avoir une position commune, unitaire, européenne, de défendre la souveraineté européenne. Et il n'a commencé à exprimer la position soi-disant de l'Europe qu'à partir du moment où Ursula von der Leyen était partie. Donc c'est à ce moment-là qu'il a exprimé la position de l'Europe à l'égard de Taïwan. Donc là aussi, gênant, comme diraient les jeunes. Troisième, en même temps, il veut, si vous voulez, défendre une position équidistante entre les États-Unis et la Chine sur l'affaire de Taïwan, mais au moment même où Xi Jinping a ordonné à son armée, à ses forces armées, d'encercler Taïwan. Donc ce n'était pas du tout une position neutre ou équidistante dans le contexte, en même temps, si vous voulez. Et enfin, un dernier en même temps, il dénonce une logique, je cite le président de la République, bloc contre bloc, donc il est contre cette logique bloc contre bloc, mais sitôt que la polémique a enflé, évidemment, l'Élysée a pondu un communiqué pour dire que, bien sûr, les États-Unis restent notre allié, nous partageons leurs valeurs.
en note de bas de page, évidemment, on reste dans le bloc. On dénonce les blocs, mais on reste dans le bloc, évidemment. Je pourrais aussi ajouter une petite vacherie, c'est que comme la plupart de nos confrères sont à la fois macroneux, terriblement macroneux, et en même temps très américains, très pro-américains, quand le président de la République s'est exprimé au sujet de Taïwan, ils n'ont rien dit. Pendant plusieurs jours, ils n'ont rien dit. Ils trouvaient que c'était très bien, puisque c'était le président qui parlait. Mais après que la métropole états-unienne a commencé à tonner, alors là, tout le corps, les coryphées, si vous voulez, des éditorialistes ont dit « Oh là là, mais c'est vraiment pas possible ce qu'a dit le président Macron, etc. » Ils étaient en fait partagés. Il y avait une espèce d'erreur 404. Ils ne savaient pas où devait aller leur fidélité. Donc, la position d'Emmanuel Macron sur Taïwan n'était, selon vous, donc pas conforme aux intérêts de la France. Mais je crois que d'abord, le résultat de cette position, c'est que finalement, ça n'a contenté absolument personne. Parce que en même temps, c'est fait pour ménager un peu tout le monde, la chèvre et le chou, tout le monde est content, etc. Mais à la fin, personne n'est réellement content. D'abord, les Américains sont furieux. Trump l'a exprimé dans un vocabulaire assez fleuri, disons, pas très diplomatique. Les Européens sont furieux. Le grand quotidien allemand Bild a dit que Emmanuel Macron s'était agenouillé devant les Chinois. L'image est quand même assez étonnante. Les Taïwanais, évidemment, alors ils sont plus que furieux. Ils sont amèrement déçus. Ils ont l'impression d'avoir été lâchés. Et pour autant, les Chinois n'ont pas l'air du tout d'avoir l'intention de nous favoriser pour autant. Ces gens-là sont dans le rapport de force. Voilà. D'ailleurs, en Chine, ils appellent le président Macron le président macaron. Parce qu'ils disent en Chine que le macaron, c'est dur à l'extérieur et c'est doux à l'intérieur. D'où vient ce « en même temps » tellement typique d'Emmanuel Macron ? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Je pense que j'ai après une réponse. Quand on regarde son parcours, sa formation, son expérience, ça devient assez clair en somme toute. D'abord, c'est un énarque, c'est-à-dire c'est un haut fonctionnaire. Son réflexe, c'est de collecter énormément d'informations, énormément de données et de proposer, comme fait un haut fonctionnaire qui est directeur de cabinet, par exemple, et il propose au ministre différentes solutions. Et il propose une note avec 2 parties, 2 sous-parties, et il dit, par exemple, prenons l'affaire de Taïwan, c'est très clair, eh bien voilà, il ne faut pas suivre les Américains pour telle et telle raison, mais on peut aussi choisir de ne pas suivre les Chinois pour telle et telle raison. Et un haut fonctionnaire ne choisit jamais. Mais c'est exactement ce que fait M. Macron. D'ailleurs, il a mis d'accord les Ukrainiens et les Russes qui ont trouvé le même mot qui s'appelle macroner, c'est-à-dire ne pas choisir en fait. Deuxième chose, eh bien, c'est un acteur. Il a pratiqué le théâtre, il adore le théâtre. Et comme je parlais de s'affranchir du principe de non-contradiction, mais pour un acteur, c'est pas un problème. On peut jouer des rôles complètement différents et dire des choses absolument contradictoires. Donc un jour, il joue avec Ursula von der Leyen la solidarité des Occidentaux avec les Américains. Le lendemain, il joue un autre rôle. Il est tout seul avec Xi Jinping et il joue l'autonomie européenne. Donc c'est une partition totalement différente. Mais il adore la manière dont il joue. Il pense que c'est un acteur fantastique. Donc l'important, c'est pas ce qu'il dit finalement, c'est la manière dont il le dit. Et il pense qu'il le dit tellement bien que ça va fonctionner. Et enfin, la troisième référence, la troisième explication, c'est que c'est un banquier d'affaires. Et donc là, il s'agit de maîtriser des dossiers techniques, un peu comme les narcs, mais aussi, finalement, de séduire, de convaincre, en racontant une belle histoire, en racontant une histoire, un storytelling. Et bien là, on retrouve d'ailleurs l'acteur. Et c'est ça la réalité d'Emmanuel Macron sur tous les sujets. C'est dans la banque d'affaires, on dit qu'on va closer un deal pour avoir une solution win-win, gagnant-gagnant. Sauf que malheureusement, on n'est pas dans le monde des affaires, on est dans le monde cruel de la géopolitique. Au Donbass, à Taïwan, il n'y a pas de win-win, il y a malheureusement des gens qui meurent aujourd'hui au Donbass, qui pourraient mourir demain. Et donc les choix, il ne les fait jamais, sauf lorsqu'il y a une autorité au-dessus, comme Bruxelles, ou quand les États-Unis lui tapent sur les doigts et lui rappellent qui décide.